plaisir de vous voir si nombreux pour apprécier Raymond DeVos. Eh bien, il nous embarquait dans son imaginaire. Il nous faisait rire pour mieux croquer les réalités, nos singularités, sur tous les sujets, la politique, Dieu, le consumérisme, la mort, la guerre. Il est caricaturé jusqu'à l'absurde. Son humour, son sarcasme rendait comique et dérisoire tout ce qui nous paraît essentiel. Je me suis permis de composer une poésie en l'honneur de Raymond DeVos. Poète, mime, musicien, sur terre et dans les étoiles, tu jonglais avec des mots de rien hissés haut sur ta grand voile. Comme pour tes frères intemporels, Jarry, des proches, Fédot, Coluche, Yann, Reynaud, nos rires furent votre miel. Pourfendeur du conformisme, du nombrilisme et du moutonnisme, tu attisas notre intelligence avec tes potes en impertinence. Vos mots d'humeur et d'humour furent des chants d'amour. Drôle, féroce, burlesque, délicat, sensible, poétique, tendre et clownesque, inventif et boulimique. Tu as pisté nos bévues, nous, les rampants à courte vue. Mieux qu'un psy, tu offris ta thérapie, le rire, ton élixir de vie. Contre la déprime et la jalousie, contre les dogmes et les tyrans pour qui l'ironie est une hérésie. Et les rieurs des délinquants. En terre d'absurdie, où fleurissent les phobies, l'essentiel devient dérisoire, et toute réalité illusoire. Poète, mime, musicien, sur terre et dans les étoiles, tu jonglais avec des mots de rien, hissés haut sur ta grand voile. J'aurais pu tenter quelque chose. Mais contre les puissances de l'argent... Mais alors, qu'est-ce que je peux faire? Payer. Payer. Payer pour nous. Et alors, je paye. Et plus je paye mon percepteur, plus il me le fait payer. Il met ma faiblesse à contribution. Il me taxe sur ma valeur personnelle. Il m'impose sa volonté. Il me tourmente. Il me traque. Tout ça parce que j'ai eu la faiblesse de montrer des signes extérieurs de richesse. Alors que ma richesse est toute intérieure.
pendant les vacances, je ne fais rien. Rien, rien. Je ne veux rien faire. Bon, ben, je savais pas où aller. Comme j'avais entendu dire, à quand les vacances? À quand les vacances? À quand les vacances? Je me suis dit, bon ben, je vais aller à Caen. Et puis quand? Ça tombait bien. Je n'avais rien à y faire. Je boucle la valise. Je vais pour prendre le car. Je demande à l'employé. Pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Mais comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Si vous ne me dites pas. Mais je vous ai dit quand? Oui, mais vous ne m'avez pas dit où. Monsieur, je vous demande une petite minute d'attention. Je voudrais que vous me donniez l'heure des départs des cars qui partent pour Caen. Il fait... je sais pas. Enfin quand? Dans le Calvados? Il me dit... c'est vague. Quand? En Normandie? Il fait... ma parole, vous débarquez? Ah! Là où eut lieu le débarquement! En Normandie, à Caen! Voilà. Prenez le car. Il part quand? Il part au car. Mais le car est passé! Si le car est passé, vous l'avez raté. Et le prochain? Le prochain, il part à 7. Il va à Caen? Non, il va à 7. Moi, je ne veux pas aller à 7, je veux aller à Caen. D'abord, qu'est-ce que vous allez faire à Caen? Rien, rien, je ne veux rien faire. Alors, si vous n'avez rien à faire à Caen, allez à 7. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 7? Rien. Ah, si je n'ai rien à y faire, alors d'accord. Pour 7, il part à combien? Il part à 19, mais avec le chauffeur, ça fait 20. Mais il est 20! Alors, vous l'avez encore raté. Oui, c'est trop tard. Pour 7, oui. Mais si vous voulez aller à 3, il me reste encore une place dans ma voiture. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire à 3? Prendre le car. Pour où? Pour quand? Mais comment voulez-vous que je vous dise quand, si je ne sais pas où? Comment? Vous ne savez pas où est quand? Mais si, je sais où est quand. Ça fait une demi-heure que je vous dis que c'est dans le Calvados, que c'est là que je veux passer mes vacances, parce que je n'ai rien à y faire. Ne criez pas, ne criez pas. On va s'occuper de vous. Il a téléphoné au dépôt. Mon vieux, à 22, le car était là. Les flics m'ont embarqué à 3, et je suis arrivé au car, où j'ai passé la nuit. Les voilà, mes vacances.
chez moi, qu'est-ce que j'apprends? Que le chat avait mangé la pâtée du chien. Dehors le chat! Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que le chien avait mangé la côtelette de ma femme. Dehors ma femme! Là-dessus, qu'est-ce que j'apprends? Que ma femme avait mangé mon beefsteak. Dehors le chien cette fois-ci. Là-dessus, qu'est-ce que je découvre? Que le lait que j'avais bu le matin était celui du chat. Alors j'ai fait rentrer tout le monde et je suis sorti. C'est vrai, mais juste. Vous savez que ma femme est d'une timidité incroyable. Et moi aussi d'ailleurs, je suis timide. Ma femme et moi, quand on s'est rencontrés, on était tellement timides tous les deux qu'on n'osait pas se regarder. Et maintenant, on ne peut plus se voir. Remarquez, je ne devrais pas dire du mal de ma femme, parce que dans le fond, je l'aime beaucoup. J'ai toujours peur qu'il lui manque quelque chose. Quelquefois, je lui dis, tu n'as besoin de rien? Non, 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 non. Tu n'as pas besoin d'argent? Non, 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 j'en ai. Passe-moi un peu alors! Mais on n'a pas les mêmes goûts, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas les mêmes goûts. Par exemple, moi, ma femme, elle dort la fenêtre fermée. Moi, je dors la fenêtre ouverte. Alors la nuit, je me lève pour ouvrir la fenêtre. Elle se lève pour fermer la fenêtre. Je me relève pour ouvrir la fenêtre. Elle se relève pour fermer la fenêtre. Je me relève pour ouvrir la fenêtre. Elle se relève pour fermer la fenêtre. Ça peut dire longtemps. Tu me relèves pour ouvrir la fenêtre. Elle se relève pour fermer la fenêtre. Et alors, elle comprend que je suis le plus fort. Elle vient se blottir contre moi. Elle ronronne. Elle roucoule. Alors je vais fermer la fenêtre pour que les voisins n'entendent pas. Quelquefois, elle me dit, je ne suis pas assez belle pour toi. Mais si, mais si, mais si. Si tu étais plus belle, je me serais déjà lassée. Tandis que là, je ne suis pas encore habitué.
une mer imaginaire, loin de la rive, l'artiste, en quête d'absolu, joue les naufragés volontaires. Il est là, debout sur une planche qui oscille sur la mer. La mer est houleuse et la planche est pourrie. Il manque de chavirer à chaque instant. Il est vert de peur et il se crie. C'est merveilleux! C'est le plus beau métier du monde! Et pour se rassurer, il chante. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, et plouf! Il tombe à l'eau. Il est rappelé à la dure réalité de la fiction. Lui qui se voyait déjà en haut de l'affiche, il se voit déjà en bas de la liste de ses chers disparus. Il a envie de crier « Un homme à la mer !» Mais comme l'homme c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « Et le spectacle continue !» Il remonte sur sa planche pourrie. Il poursuit sa quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta. Et plouf! Il tombe à l'eau. Il est ballotté comme une bouteille à la mer, à l'intérieur de laquelle il y a un message de détresse. Il a envie de crier « Une bouteille à la mer !» Mais comme la bouteille c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie « L'eau est bonne, un peu fraîche, mais bonne. » Il remonte sur sa planche pourrie. Il a complètement perdu le nord. Il se croit sur la mer du même nom, la mer du Nord. Il fait la Manche, toujours la quête de l'absolu. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta. Et plouf! Le public, qui est resté sagement sur la rive, se demande si l'artiste n'est pas en train de le mener en bateau. Il se dit, mais alors, quand est-ce qu'il se noie? L'artiste, lui, s'aperçoit soudain que la planche sur laquelle il est remonté pour la énième fois donne de la gîte sur tribord, c'est-à-dire qu'elle penche du côté où il va tomber. Il a envie de crier « Les femmes et les enfants d'abord !» Mais comme il est tout seul, il crie « Je suis le maître à bord !» Il ajouterait bien « Après Dieu !» Mais comme dans l'imaginaire, Dieu, on ne risque pas de le rencontrer. Dieu existe, certes, mais dans le réel. Pour Dieu, l'imaginaire, c'est une vue de l'esprit. La fiction, ça le dépasse. L'artiste sait qu'il n'a rien à attendre du ciel. Alors, au lieu de crier après Dieu, il crie après moi le déluge. Et tandis que sa planche, qui fait haut de toutes parts, s'enfonce dans les eaux, il n'a plus qu'une pensée. Sauver la recette. Il fait une annonce publicitaire. Mesdames et messieurs, la planche pourrie sur laquelle j'ai eu l'honneur de sombrer pour la dernière fois devant vous ce soir a été sponsorisée par le ministère de la Culture. Et il coule avec la subvention. Il disparaît dans les flots et il réapparaît aussi sec. Il a de l'eau jusqu'à sa ceinture. Ses deux pieds touchent le fond de la mer. Le public, ah ah, il s'est noyé dans un verre d'eau. À l'évidence, la mer imaginaire sur laquelle l'artiste s'était embarqué imprudemment est à la hauteur de son imagination. Elle manque de profondeur. C'est une mer à marée basse, une mer indigne d'un grand naufrage. Alors l'artiste, pour ne pas sombrer dans le ridicule, il fait la planche pourrie. Il a envie de crier « Une planche à la mer !» Mais comme la planche c'est lui, et que lui c'est un artiste, et qu'il exerce le plus beau métier du monde, il crie
Je suis le radeau de la Méduse à moi tout seul. Et il se pourrait que cette fois-ci, il n'y ait pas de survivants. Le public, imperméable jusque-là, se dit « C'est un spectacle cool. Pas de survivants, cela promet. Cela laisse entrevoir une fin heureuse. » Alors, après avoir crié bis, il crie « Terre! Terre! Terre !» Et c'est le miracle. Devant le public médusé, l'artiste transfiguré regagne la rive en marchant sur les flots. Et il se noie dans la foule. De voir une inscription sur un mur. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Il y avait écrit faites l'amour, ne faites pas la guerre. On vous met devant un choix. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Non mais quelqu'un voudrait faire autre chose? Non mais franchement, c'est plus facile de faire l'amour que de faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut faire une déclaration. Il faut faire l'amour aussi. C'est plus facile de faire une déclaration d'amour qu'une déclaration de guerre. Dans l'histoire de France, il y a des exemples. À Domrémy, il y avait un jeune berger qui était amoureux d'une bergère qui s'appelait Jeanne. Il voulait faire l'amour, mais elle ne voulait pas. Elle voulait faire la guerre. Elle est devenue pucelle à Orléans. Jeanne, le repos de la guerrière, elle ne connaissait pas. Hein, et on ne peut pas dire que ce soit l'amour qui l'ait consumée. Non mais si on fait l'amour, c'est pour satisfaire les sens. Et c'est pour les sens qu'on fait la guerre. D'abord, les gens préfèrent glisser leur peau sous les draps que de la risquer sous les drapeaux.
dans la littérature, vous pouvez trouver l'expression. Chez Rabelais, Gargantua. Il serait né de l'oreille droite de Gargamel. Ouh, il devait s'en passer des choses dans l'oreille gauche. Des cris et des chuchotements. Hein. De quoi faire dresser l'oreille. J'ai ouï dire, oui dire. Autre expression française qui ne veut rien dire. D'abord, comment on conjugue le verbe ouïr? Au présent. Tu connais? Verbe ouïr au présent, joie. Alors, si au lieu de dire j'entends, je dis joie. Mais les gens vont penser que ce que j'entends est joyeux. Alors que ce que j'entends peut être particulièrement triste. Dans ce cas, il faudrait préciser. Il faudrait dire Dieu, ce que je vois est triste. Joie. Tu vois? Tu vois mon chien qui aboie le soir au fond des bois? Elle voit. Oyons-nous? Vous voyez? Ils voient. C'est bête. Loi, oie. Allô, loi. Oyons-nous ce que loi, oie? On peut aussi, à la place d'oreille, dire oui. Louis de loi, ah oui. Et pour peu que loi appartienne à Louis, Louis de loi de Louis, ah oui. Ah oui. Mais, qu'a oui Louis de loi de Louis? Elle a oui ce que tout toi oie. Et quoi tout toi? Tout toi oie? Quand mon chien aboie le soir au fond des bois. Elle oie. Moi, moi. Moi, moi. Quelle oie, loi. Et au passé, comment conjugue-t-on ouïr? Jouis. Jouis. Y a pas de quoi, hein.
dessous voudrait habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respirait à l'étage au-dessus était meilleur que celui que l'on respirait à l'étage en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Si je méprise celui qui est en dessous, ce n'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus. Le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui de dessous, à condition d'obtenir celui de dessus. Mais je compte pas trop dessus. D'abord, parce que je n'ai pas de sous. Ensuite, au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors le locataire du dessous, qui monterait au-dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse de celui du dessus, celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors, là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait vu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous était allée rejoindre celui du dessus, comme il retirait ses dessous, et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su parce que d'en dessous, on entend tout ce qui se passe au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Comme ils étaient tous les deux dessous, ils se sont tapés dessus. Finalement, c'est celui du dessous qui a eu le dessus. Vous avez suivi jusqu'au bout? Bravo! Vous êtes, j'imagine, sans dessus-dessous. Tout d'un coup, je sens le canon d'une arme s'enfoncer dans mon dos. Je me retourne. C'était mon médecin. Il me dit: je viens vous empêcher de commettre rapport à ma place. Je lui dis: comment ça? Oui, le laboratoire a fait une erreur. Il a confondu nos deux analyses. Le virus du tueur, c'est moi qui l'ai. Vous n'allez tout de même pas tuer de sang-froid un de vos patients? Si, la patience a ses limites. J'en ai assez de vous dire. Ne les vous laissez pas abattre. Dites, docteur, vous avez déjà tué quelqu'un, vous? Sans ordonnance, jamais. Alors il m'en a fait une. En passant devant la vieille église, poussé par je ne sais quel instinct, je suis entré. Et là, j'ai été ébloui par une lumière intense, insoutenable. C'était Dieu. Dieu en personne. Dieu qui priait. Je me suis dit, qui prie-t-il? Il ne prie pas lui-même. Pas lui. Pas Dieu. Non. Il priait l'homme. Il me priait moi. Il doutait de moi comme j'avais douté de lui. Il disait: ô homme, si tu existes, un signe de toi. Je dis: mon Dieu, je suis là. Il a dit: miracle, une apparition humaine. J'ai dit: mais mon Dieu,
Comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme, puisque c'est vous qui l'avez créé? Il a dit, oui, mais il y a si longtemps que je n'en ai pas vu à l'église, que je me demandais si ce n'était pas une vue de l'esprit. Je lui ai dit, mon Dieu, vous voilà rassuré. Il m'a dit, oui, je vais enfin pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe. Je l'ai rencontré. Excusez-moi, je suis un peu essoufflé. Je viens de traverser une ville où tout le monde courait. Je peux pas vous dire laquelle. J'ai traversé en courant. Lorsque j'y suis entré, je marchais normalement. Mais quand j'ai vu que tout le monde courait, je me suis mis à courir comme tout le monde, sans raison. À un moment, je courais à côté d'un monsieur, je lui dis, pourquoi tous ces gens-là courent-ils comme des fous? Parce qu'ils le sont. Vous êtes dans une ville de fous ici. Vous n'êtes pas au courant? Si. Des bruits ont couru. Ils courent toujours. Et qu'est-ce qui fait courir tous ces fous? Tout. Il y en a qui courent au plus pressé, d'autres qui courent après les honneurs, celui-ci court après la gloire, celui-là court à sa perte. Mais pourquoi courent-ils si vite? Pour gagner du temps. Comme le temps c'est de l'argent, plus ils courent vite, plus ils en gagnent. Et où courent-ils là? Ils courent à la banque. Le temps de déposer leur argent sur un compte courant, et ils repartent, toujours courant, en gagner d'autres. Et le reste du temps, pour faire leurs courses, au marché. Mais pourquoi font-ils leurs courses en courant? Je vous l'ai dit, parce qu'ils sont fous. Ils pourraient tout aussi bien faire leur marché en marchant, tout en restant fous. On voit bien que vous ne les connaissez pas. D'abord, le fou n'aime pas la marche. Pourquoi? Parce qu'il la rate. Pourtant, j'en vois un qui marche là. Il me dit, oui, c'est un contestataire. Il en avait marre de toujours courir comme un fou. Alors il a organisé une marche de protestation. Il n'a pas l'air d'être suivi. Si, mais comme tous ceux qui lui suivent courent, il est dépassé. Et vous, peut-on savoir ce que vous faites dans cette ville? Oui, moi j'expédie les affaires courantes, parce que même ici, les affaires ne marchent pas. Et où courez-vous là?
un argent fou. C'est moi le banquier. Trop, s'il vous plaît, merci. Richard Limon, piano. Le acteur. Muriel Bouti. Patrice Collet. Et Catherine Tornater. Applaudissez-les. Applaudissez-les. Ils méritent. À la station, s'il vous plaît.